Nous sommes le vendredi 20 novembre 2015. Bonsoir à tous, c'est parti pour la première édition de la soirée sur Nyota Télévision. L'actualité en province reste dominée par la sortie médiatique du porte-parole des commissaires spéciaux du Katanga démembré qui a parlé d'un flou dans la gestion des finances de l'ex-gouvernement provincial. La réaction de Yav Tchibal est arrivée au cours d'un point de presse ce vendredi après-midi. Tout est à suivre dans ce journal. Et puis la journée de l'industrialisation pour l'Afrique, c'est ce 20 novembre. Ce secteur reste important dans la lutte contre la pauvreté, notamment en République démocratique du Congo. Une activité a été organisée à l'occasion par la FEC Katanga. Et pour commencer ce journal, après la cérémonie de remise et reprise, une déclaration fait état d'une dette de plus de 50 millions de dollars américains que doit l'ex-province du Katanga. Richard Mouyej Manguez, commissaire spécial de la province du Lualaba et porte-parole des commissaires spéciaux, donne ici les détails. On l'écoute. Lors de la séance de remise et reprise qui s'est tenue hier, mercredi le 18 novembre 2015, dans la salle de banquet du gouvernorat de la province du Katanga, entre le gouvernement provincial de l'ex-Katanga et les autorités nouvellement nommées pour la gestion de nouvelles provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika, sous la présidence du ministre d'État en charge de la décentralisation et des affaires coutumières, il nous a été donné de constater des zones d'ombre au niveau de deux dossiers sensibles. Un, les dossiers concernant les emprunts contractés par l'ex-province du Katanga, évalués à 55 millions de dollars américains. Deux, le nantissement des recettes liées aux taxes importantes dues à la province, la taxe voirie et la taxe sur les concentrés pour plusieurs mois jusqu'au deuxième semestre 2016. Étant donné la délicatesse du dossier et la nécessité de clarifier toutes ces situations pour une meilleure prise en charge, nous, commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints des provinces précitées, avons décidé 1. de suspendre la participation de nos experts aux travaux de vérification des dossiers évoqués lors de cette séance de remise et reprise. 2. de solliciter du pouvoir central l'envoi de toute urgence des délégués des organes spécialisés compétents pour participer aux dits travaux. Fait à Lubumbashi, le 19 novembre 2016, je vous remercie. Et en rapport justement avec cette déclaration du commissaire spécial Richard Mouyej sur l'emprunt de 55 millions de dollars américains à l'actif du gouvernement provincial sortant, le gouverneur ad intérim Guibert Paul Yav Tchibal a réagi. Écoutez-le donc au micro de Jean-Claude Mbal et Mecha Kaembe. Je tiens, loin de moi, l'intention de verser dans une polémique qui ne se justifie d'ailleurs pas, à apporter les précisions suivantes. 1. La commission sur ces avocats a été initiée lors de la réunion tenue à l'hôtel Caravia le 18 novembre 2015 dans l'après-midi, avant la cérémonie proprement dite de remise et reprise. 2. L'analyse des différents chiffres qui constitueraient des zones d'ombre est inexacte et tronquée. En effet, le bon sens eût été de revenir à la commission afin d'obtenir les réponses adéquates avant de faire des déclarations, de requérir le concours d'autres experts au niveau national. Concernant le montant de 55 millions de dollars américains cités dans la déclaration comme emprunt, ce chiffre n'est repris dans aucune annexe du procès verbal de remise et reprise. Il s'agirait peut-être de la dette, car le montant de l'emprunt à court terme contracté auprès de deux banques locales, renseigné dans l'annexe 5.2.2 du procès verbal, se chiffre à 2 396 212 dollars américains, dont la dernière échéance de remboursement intervient au mois de décembre 2015.
Quant au nantissement des recettes sur les actes générateurs cités dans la déclaration, j'affirme qu'il ne concerne que 4 redevables repris à l'annexe 5.2.3 du procès verbal. Tous les autres redevables continuent à payer normalement selon les modalités légales. D'ailleurs, cette pratique de nantissement, qui est même en vigueur au niveau du gouvernement central, a été instituée par le gouvernement provincial du Katanga pour pallier le défaut de restitution de crédit des investissements de la province gérée par le gouvernement central. Ainsi, il va sans dire que si le gouvernement central s'était acquitté de ses obligations budgétaires vis-à-vis de la province de Katanga, celle-ci n'aurait pas recouru au nantissement des recettes et ne traînerait une quelconque dette. Nous rappelons en passant que le gouvernement central doit à l'ex-province de Katanga plus de 2,5 milliards de dollars américains au titre de rétrocession sur les recettes à caractère national et sur la redevance minière conformément à la Constitution et au Code minier. Je tiens. Donc, toujours en rapport avec les déclarations sur la dette de plus de 50 millions de dollars américains laissée par l'ancienne équipe dirigeante de la province du Katanga. En sa qualité d'ancien ministre des Finances, Christian Mwanosimba a pu réagir également. On va l'écouter. La manière précipitée dont le commissaire dont question a procédé pour aller vilipender les anciens dirigeants de la province devant les médias est une manière déplorable. Ceci dénote de la vraie mission de ces commissaires, celle de faire la chasse aux sorcières et de nuire de toutes les manières aux adversaires politiques. Mais cela est très mal tombé parce qu'il s'agit d'un mensonge grossier. Quant à l'emprunt, le trou de 55 millions de dollars que le commissaire confond certainement avec les engagements sur les travaux en cours ou les commandes placées par la province. Parce qu'en effet, le gouvernement provincial n'a laissé à titre d'emprunt que 2 millions de dollars américains qui arrivent d'ailleurs à échéance le mois prochain au 31 décembre 2015. Le recours aux emprunts est une pratique courante pour financer les investissements. Et pour une province dont le revenu annuel net avoisine les 350 millions de dollars américains, un emprunt encore en cours de 2 millions de dollars américains est pratiquement insignifiant. Quant au nantissement des recettes sur la taxe concentrée et la taxe voirie, il y a lieu de noter que tout investissement sérieux nécessite un plan de financement qui garantit aux partenaires la bonne fin des travaux. En l'absence de la rétrocession du budget d'investissement, quelle garantie la province pouvait-elle donner en gage aux entrepreneurs pour la bonne fin des travaux, sinon les taxes les plus viables et les plus sûres? Il s'agit donc de signature de contrats tripartites pour l'exécution des travaux dont la traçabilité était assurée par le versement anticipatif des taxes au trésor provincial. Quelques entreprises minières que je remercie au passage, dont Momi, Boss Mining, KCC et Frontier, ont accepté de payer anticipativement les taxes pour permettre de financer des investissements précis à travers la province. C'est grâce à ce système que nous avons pu construire plusieurs kilomètres de routes asphaltées, tant à Lubumbashi, à Kolwezi, à Likasi, à Kamina, qu'à Kalemi. La construction des écoles, l'électrification de Kassaji, le rétablissement de bâtiments Kiwele, bâtiments Grana, le pont Nyemba. Et ce même système a été utilisé avec le péage de Kasumbalesa pour construire la route Lubumbashi-Kasumbalesa et la route Likasi-Kolwezi. À ce jour, ces crédits d'impôt ne représentent plus qu'aux environs de 13 millions de dollars. Les commissaires peuvent donc, s'ils le souhaitent, apurer ces crédits d'impôt sur un seul mois, en supprimant notamment le nantissement en cours pour la route Luambo-Ankoro par Crête 7, décidé par le gouvernement central sur la taxe concentrée.
Voilà, on va changer de chapitre à présent. Après leur prise de fonction, la nouvelle équipe dirigeante de la province du Haut-Katanga a une séance de prise de contact avec les membres du Conseil provincial de sécurité. Le commissaire spécial Félicien Katanga et ses adjoints Ghislaine Panda et Kassongo Kibale ont été éclairés sur la situation sécuritaire dans le Haut-Katanga. L'industrialisation des pays africains est une nécessité pour le développement des populations. La moitié vit avec moins $1 américain par jour et l'industrialisation doit jouer un rôle important dans l'élimination de la pauvreté. Et pour promouvoir ce secteur en République démocratique du Congo, l'on a lancé récemment la campagne pour le label Made in Congo. Le commentaire de Karine Kabongo. Ce 20 novembre 2015, les pays africains célèbrent la journée de l'industrialisation pour l'Afrique, car il faut susciter une prise de conscience au niveau mondial et mobiliser l'appui international en faveur du développement industriel, un secteur qui a bien besoin d'investissements en République démocratique du Congo. L'industrialisation s'est développée dans le domaine des mines, du pétrole, du bois, l'agroalimentaire, les minoteries, les cosmétiques et même la fabrication de médicaments. Mais pour le cas de la RDC, il ne suffit plus de produire. Il faut être compétitif sur le plan local, régional et international pour espérer tirer profit de marchés de plus en plus ouverts et concurrentiels. Et à ce niveau, les entrepreneurs congolais ont besoin d'une ressource humaine qualifiée, d'infrastructures économiques viables et d'un cadre juridique. C'est à ce niveau également que le soutien du gouvernement congolais doit être efficace. Les entrepreneurs se plaignent souvent d'une multiplicité de taxes et surtout d'une concurrence déloyale venant des expatriés. Quel serait alors le rôle du fonds de promotion pour l'industrie? L'institution accompagne-t-elle réellement les petites et moyennes entreprises congolaises? Toujours dans la promotion de l'industrie en RDC, il faut aussi retenir la campagne sur le label Made in Congo. Une campagne pour encourager la production et la vente de biens et services congolais. Cette campagne devrait favoriser la consommation de produits locaux, permettre la création à long terme des emplois et surtout augmenter la valeur de produits agricoles. Même chapitre, la FEC Katanga, à travers la Commission des petites et moyennes entreprises, a organisé les journées portes ouvertes à l'occasion justement de la journée de l'industrie. Le thème de ces assises est les obstacles à l'industrialisation locale, des échanges des intervenants et participants. L'on a retenu que la lourdeur fiscale figure parmi les principaux obstacles. Edouard Kankou. La concurrence déloyale dans la commercialisation des produits similaires importés, le déficit en énergie électrique et la lourdeur fiscale sont entre autres les obstacles à l'industrialisation locale. Ceci a été soulevé lors des échanges à la FEC Katanga à l'occasion de la célébration de la journée de l'industrie. C'est à la fois un réel plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole au nom du président provincial de la FEC à l'occasion de la commémoration de la journée de l'industrialisation de l'Afrique. L'objectif recherché et d'inciter les pays africains à s'engager dans le processus industriel et de susciter une prise de conscience au niveau international en faveur du développement industriel de l'Afrique. Plusieurs présentations ont été faites par les intervenants. Ce qu'il faut retenir est que l'État congolais, à travers ses différents services, est appelé à soutenir les industries locales. Nous devons nous ressaisir en encourageant les producteurs locaux. C'est une phrase qui m'a beaucoup frappé et je pense que c'est par là que nous devons repartir. Nous devons entre nous comprendre que s'il n'y a pas de dialogue, nous n'allons rien faire et absolument nous ne serons qu'en train de patiner. La promotion de l'industrie reste la condition sine qua non pour le développement, a laissé entendre le chef de division de l'industrie. À la fin, l'assistance a eu droit à l'exposition des produits Made in Katanga, la preuve que les potentialités sont disponibles. Et dans ces multiples interventions qui cadrent avec le social, l'entreprise minière Tenkefungome Mining TFM a offert un lot important des sacs de ciment et des tôles dures à l'université méthodiste au Katanga, située à Mulunguishi, un don qui rentre dans son programme d'amélioration de l'éducation en province et surtout au sein des communautés qui l'entourent. Étienne Ilunga refait Kibambe pour ce reportage. 200 sacs de ciment et 300 tôles
et l'appui de l'entreprise Tenkefungurume Mining à l'université méthodiste au Katanga à Mulunguishi. Ce don permettra à cette université de parachever les travaux de construction des 6 auditoires. Au nom de notre comité de gestion, je voudrais remercier TFM. Nous transmettons ces remerciements parce que ce don va nous aider effectivement à terminer les travaux que nous avons de nos auditoires. Nous sommes en train de parachever les 6 auditoires. Et vraiment, alors ce don, c'est un grand don qui va avancer nos travaux. Créée depuis 1951, l'université méthodiste au Katanga organise 4 facultés, dont la théologie, les sciences informatiques, l'agronomie, ainsi que l'éducation et la psychologie. À tout ceci, il faut ajouter l'internat pour étudiants. Je voudrais remercier notre église méthodiste à travers Monseigneur Katemo Kainda et aussi le comité de gestion pour le dévouement que tout le monde a de développer notre université. Au nom de notre comité de gestion, je voudrais remercier TFM. L'éducation fait partie des 5 chantiers et nous transmettons ces remerciements. Et que le Seigneur notre Dieu bénisse le Congo. Un énième geste social de Tenkefungurume Mining à cette université qui vise l'amélioration des infrastructures éducationnelles et le développement durable. Nous sommes déjà dans le domaine du sport. C'est le samedi 21 novembre qu'aura lieu la 7e édition des 4 heures de Lubumbashi. Il s'agit de la course à moto qui va se dérouler à la ferme Boulaya. Le prologue ou préliminaire a été organisé jeudi au cercle Wallonie-Bruxelles. Le podium a été occupé par Arvin Demoura, premier avec 66 secondes, Franck Deboustrat, deuxième avec 68 secondes et Michael Devos, troisième avec 70 secondes. Mecha KMB et Edouard Kankou étaient sur place. En prévision des 4 heures de Lubumbashi qui va se dérouler samedi 21 novembre à la ferme Boulaya, le prologue entendu comme préliminaire de la course à moto a eu lieu à la soirée du jeudi 19 novembre au cercle Wallonie-Bruxelles. 42 pilotes venus des 5 pays d'Afrique ont pris part à ces tours rapides pour obtenir le meilleur temps afin d'être le premier à la ligne de départ des 4 heures de Lubumbashi. La première place du prologue a été remportée par Arvin Demoura, pilote de Lubumbashi, avec un timing de 66 secondes. Franck Deboustrat de Kinshasa est arrivé en deuxième position avec 68 secondes. Le prologue a duré 1 minute, les 4 heures vont durer donc 4 heures. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 4 heures. Je tiens quand même à féliciter Marvin Demoura qui a très bien roulé, c'est un grand pilote. Et on verra ce que ça va donner pour les 4 heures. Michael Devos, pilote belge, a raflé la 3e place avec 70 secondes. Mike Forrest est directeur des courses. Le comité, pour faire venir des équipes qui viennent de différents pays comme l'Afrique du Sud, la Zambie, le Rwanda et la Belgique, et bien sûr Kinshasa et Lubumbashi. Donc ils sont venus pour participer au prologue. Le prologue est une course de temps et le meilleur temps prendra le premier la ligne de départ et ainsi de suite, jusqu'au dernier bien entendu. Et ça donnera le départ pour la course qui aura lieu samedi à la ferme Boulaya, à plus ou moins 30 km de Lubumbashi. Les amoureux du spectacle sont donc invités à venir assister à cette 7e édition des 4 heures de Lubumbashi à la ferme Boulaya. Et la brasserie Simba ne ménage aucun effort pour accompagner la course à moto organisée chaque fois à Lubumbashi. La 7e édition qui se tient demain samedi aura la marque XXL, une boisson énergisante produite par la brasserie Simba. À l'issue du prologue ou préliminaire tenu jeudi, tous les pilotes ont reçu chacun la vareuse brasserie Simba frappée du logo XXL. Regardez. C'est sous le label de sa marque XXL, une boisson énergisante, que la brasserie Simba sponsorise la course à moto dite 4 heures de Lubumbashi. Et voilà pourquoi elle a été présente au prologue dans un circuit fermé au cercle Wallonie-Bruxelles. Coureurs ou pilotes, leurs supporters ainsi que tous les curieux venus à ces préliminaires ont dégusté XXL et ont découvert ses qualités. Et samedi, le jour du démarrage des 4 heures de Lubumbashi, tous les coureurs auront la vareuse frappée du logo XXL. Du premier jusqu'au dernier pilote, un jeu des vareuses leur a été donné à la soirée qui a suivi le prologue. Si vous savez, la brasserie est présente dans quasiment tous les grands événements d'autres parties que Lubumbashi. Ce qui est important, c'est que la moto, c'est la 7e édition cette année-ci. Ça fait 7 ans d'affilée qu'on fait ces courses de moto. Et la brasserie a toujours été présente avec nous depuis le début. Donc c'est vraiment un besoin, un support qu'on a besoin, nous, pour pouvoir vivre. La brasserie qui a choisi le label XXL pour accompagner la Voilà, exactement. C'est un moyen, c'est une boisson énergétique, donc c'est une boisson qui est prévue justement pour aider les sportifs. Et donc, autant faire vivre une marque qui aide les sportifs. Cette remise des vareuses Brassimba s'est déroulée dans une ambiance électrique, une preuve que les 4 heures de Lubumbashi réservent bien des surprises.
Et intéressons-nous pour terminer à la lecture de quelques articles signés ce jour dans le journal La République. Paraissant à Kinshasa, c'est la rubrique Lu pour vous signée par Ije Tchala. Bienvenue, madame, monsieur, à ce Lu pour vous. À la page 7 du quotidien d'information, les habitants du Grand Katanga sont appelés à l'unité. Félicien Katanga Lukunga, nouveau commissaire spécial du Haut-Katanga, a invité mercredi 18 novembre 2015 à la Grande Place Moïse Tshombe de Lubumbashi tous les habitants de l'ex-province du Katanga à sauvegarder l'unité et la paix pour les développements et la mise en place de la décentralisation. C'était au cours de la cérémonie des présentations au public des nouvelles autorités de 4 provinces issues du démembrement de l'ex-Katanga par le maire de Lubumbashi, M. Jean-Oscar Sanguza Mutunda, peu après leur arrivée dans cette ville. Dans Point chaud du journal, l'on peut lire bientôt un dépliant en 15 points contre Moïse Katumbi. La cynique des communications contre Moïse Katumbi. Le confrère note, en fin d'élaboration par une équipe des communicateurs en mal d'inspiration, un dépliant en 15 points tente de décrédibiliser Moïse Katumbi et démontrer que ce parvenu ne peut se permettre de mettre en mal tous les plans pour la survie politique de Joseph Kabila. Ce plan cynique, conçu par les animateurs du PPRD, serait déjà sur la table du chef de l'État pour approbation et décaissement des fonds. Rédigé par des personnes qui ne connaissent rien ni des Katumbi ni du Katanga, ce dépliant, médiocre modèle des communications politiques, tente de répondre de façon cynique à des questions du genre « Qui est-il ? Quelle étude a-t-il faite ? Quel est son parcours, son mode de fonctionnement, l'état de sa fortune, ses points faibles, comment l'atteindre sur le plan financier, qui peut communiquer sur lui et quel organe de presse a impliqué, réalisé par des professeurs en manque de chair dans nos universités ou par des autodidactes en mal de positionnement chez Kabila, ce pamphlet politique n'aura atteint qu'un seul objectif, soutirer quelques liasses au raïs. Détournement massif de la paie des fonctionnaires, c'est ce qu'on peut lire en page 2 du journal La République. Une mission des contrôles a révélé qu'environ 11,7 millions de dollars avaient été détournés entre avril et juin pour la seule ville de Kinshasa. De l'argent qui était destiné à la paie des fonctionnaires et aux frais de fonctionnement de certaines administrations. 5 ministres sont concernés dans les secteurs de l'éducation, la santé et la recherche. Un coup dur alors qu'on présentait la bancarisation de la paie des fonctionnaires en RDC comme le moyen d'éviter les détournements. Du côté de l'Association congolaise des banques, on tient à rassurer, ce n'est pas le système bancaire qui en est la cause. Et en sport pour finir, la Linafoot reporte le démarrage de la phase retour. La Ligue nationale des football, Linafoot, a reporté le démarrage de la phase retour de son championnat Division 1. Dans un communiqué publié mardi 17 novembre, elle décide de ne faire jouer la phase retour que lorsque les zones de développement Est et Centre-Sud auront fini leur match de la phase aller. Pour l'instant, seules les équipes de la zone de développement Ouest ont joué toutes leurs rencontres. Fin de ce Lu pour vous, merci de l'avoir suivi. Là, c'est aussi la fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Note pour l'essentiel avant de nous quitter. L'actualité en province reste dominée par la sortie médiatique du porte-parole des commissaires spéciaux du Katanga démembré qui a parlé d'un flou dans la gestion des finances de l'ex-gouvernement provincial. La réaction de Guibert Paul et Yavchibal est arrivée au cours d'un point de presse tenu ce vendredi après-midi. Et puis la journée de l'industrialisation pour l'Afrique, c'est ce 20 novembre. Ce secteur reste important
importante dans la lutte contre la pauvreté, notamment en République démocratique du Congo. Une activité a été organisée à l'occasion par la FEC Katanga. C'est la fin complète de ce journal de 19h sur Nyota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le prochain rendez-vous avec les infos, c'est tout à l'heure à 21h, les news, juste après le journal en anglais. Et à 23h, ce sera les dernières nouvelles avec Patricia Naïs Mouk. Avec plaisir, je serai avec vous